Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La presse marocaine d'abord qui s'intéresse à l'accueil des réfugiés au Maroc. Oui, au Maroc, on compte un peu moins de 150 000 ressortissants étrangers, dont 22 000 réfugiés qui trouvent protection dans le royaume. Et justement, Média 24 se pose la question de leur intégration, comment est-ce qu'elle se passe. Et il nous explique que depuis 2013, le Maroc applique une stratégie d'immigration et d'asile qui a permis plusieurs vagues de régularisation, notamment en 2014 et en 2017, avec également des bureaux qui accompagnent ces réfugiés en termes administratifs, mais aussi pour leur permettre d'accéder à un travail et de participer à des événements culturels qui font la promotion du vivre ensemble. Alors, quel est l'enjeu réellement pour ces réfugiés? Justement, l'article précise, c'est d'en faire des citoyens à part entière et non pas des citoyens à part. Un accueil qui doit également être préparé, selon l'article, par les Marocains eux-mêmes, dans évidemment des valeurs d'hospitalité et d'empathie. Et cela en accord avec la pluralité de l'identité marocaine inscrite dans la Constitution de 2011. Une adaptation mutuelle, donc, pour préserver la cohésion sociale du pays. Mais alors, quelles sont les principales communautés de réfugiés qu'accueille le Maroc? L'opinion nous indique que ce sont aujourd'hui les Soudanais. Et d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ils sont au nombre de 5 290, suivis des Syriens estimés à 5 217. Alors pourquoi le Maroc aujourd'hui est devenu une terre d'accueil et d'asile? Parce que c'est le premier pays d'Afrique du Nord qui aujourd'hui a inclus les réfugiés dans le recensement de ces populations. Également, il a adopté la déclaration de Rabat qui permet à ces populations d'avoir un accès à des services de santé. Et donc aussi, pour assurer cette fameuse cohésion sociale, il faut mieux connaître ces populations que l'on accueille aujourd'hui sur notre territoire et donc mieux connaître leur histoire et leur parcours. Et justement, France 24 nous partage un reportage de ces Soudanais qui continuent de fuir la guerre dans leur pays, malheureusement, pour finir dans d'autres pays en guerre, comme le Liban. Alors, on a le portrait de Roudaïna qui, elle, enceinte de 8 mois, marchait pendant 2 jours pour rejoindre la Syrie au Liban. On a également le portrait d'Anwar qui, lui, a fui le Darfour avec sa fille et sa femme. Il est installé au Liban depuis 2019, mais aujourd'hui, il fuit encore le bruit des bombes pour essayer de trouver refuge à Beyrouth. Donc, en somme, le Maroc, une terre d'accueil pour les personnes qui subissent la guerre et les injustices dans le monde. Un accueil au nom de la stabilité qu'il offre, mais aussi au nom de ses valeurs, parce qu'il considère surtout l'humain avant les chiffres. On en a parlé plusieurs fois ici sur ce plateau. La guerre au Moyen-Orient a des conséquences sur le pétrole et la presse nous dit que l'Afrique s'attendait aussi à une hausse des prix de l'or. Oui, alors pourquoi le prix n'a pas augmenté? Effectivement, on s'y attend, surtout en temps de crise, à une explosion des cours, notamment de l'or, qui est une valeur refuge. Mais aujourd'hui, la logique est différente que celle de l'or, la logique qui s'applique de celle du pétrole, et qui s'applique sur l'or. Pourquoi? Parce que cette crise actuellement, comme nous l'explique Média 24, fait monter le prix du pétrole et donc va augmenter l'inflation. Et donc pour lutter contre l'inflation, les banques centrales, notamment celles des États-Unis, peuvent garder des taux d'intérêt élevés. Et donc les investisseurs préfèrent acheter des obligations américaines qui, elles, apportent des intérêts. L'or, lui, n'est pas un investissement qui apporte des intérêts. Donc les investisseurs n'achètent pas d'or et donc le prix, tout simplement, ne monte pas. Pourtant, on l'a dit, surtout sur le continent, beaucoup de pays misent sur l'industrie aurifère pour stimuler leur économie, notamment le Ghana qui, lui, va revoir son régime de redevance pour mieux tirer profit de son or. Alors aujourd'hui, les compagnies minières installées sur le territoire payaient 5% de taxes fixes, mais aujourd'hui, elles peuvent monter jusqu'à 12% si l'once d'or, lui, dépasse les 4 500 $. En somme, c'est une manière d'éviter que les bénéfices de cette industrie n'aillent à l'étranger et donc soient mieux réinvestis sur place et qu'elle n'échappe pas via les multinationales. Au Cameroun également, il y a une commission mixte qui a été mise en place, nous indique Financial Afrique, pour enquêter sur le trafic illégal d'or. Et oui, parce qu'on voit il y a des écarts majeurs entre les exportations déclarées et les achats réels. Par exemple, l'article nous indique que le Cameroun avait exporté officiellement 22 kg d'or, mais que les Émirats arabes unis, eux, avaient déclaré avoir importé 15 tonnes d'or. L'écart est abyssal, il est même embarrassant et donc cette enquête va servir à lutter contre les détournements
d'armement, mais aussi les circuits de contrebande. Aussi, cette guerre a plutôt un effet négatif sur les prix de l'or, comme nous l'indique Actualité CD. Elle paralyse même le commerce dans la région du Nord Kivu, avec des prix du gramme local qui a baissé de 178 à 90-100 $. Pourquoi ? Parce que les activités ont ralenti à Dubaï, qui est un grand acheteur d'or. Une situation donc qui crée une forte angoisse dans la région, parce que toute la région repose sur cette industrie locale. Une guerre donc qui impacte plutôt négativement que positivement les cours de l'or, ce à quoi les pays africains ne s'attendaient absolument pas. Une interrogation en forme d'inquiétude aussi dans la presse. Le conflit qu'on connaît actuellement au Moyen-Orient peut-il devenir une guerre nucléaire? Alors Rachid, pas une guerre nucléaire, mais une guerre qui peut avoir des conséquences nucléaires. C'est ce que nous indique Al-Ahram, qui lui parle de ce risque que l'Iran puisse attaquer le site nucléaire de Dimona en Israël. Si l'attaque a lieu, il ne va pas y avoir une explosion atomique, mais plutôt une sorte de fuite de matière radioactive, voire provoquer une sorte de nuage, si en particulier cette frappe touche le réacteur. Mais pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. De son côté, Courrier International, lui, questionne, le cas contraire. Ici, c'est plutôt les États-Unis et Israël qui endommagent les installations nucléaires iraniennes. Dans ce cas-là, l'Iran, d'après l'article, ne sera pas vraiment mise à mal, parce que ça ne va pas supprimer les capacités de l'Iran à développer l'arme nucléaire. Le pays pourra rapidement relancer son enrichissement d'uranium. Mais le problème, comme l'indique le titre, c'est que cela peut donner envie, notamment des pays comme la Corée du Nord, de refuser de façon encore plus ferme toute, fin à la non-prolifération. Et effectivement, ça peut être vu comme une menace, surtout du régime mondial, comme on l'a dit, de non-prolifération. Ou bien d'autres États voudront davantage développer leur industrie nucléaire plutôt que de l'arrêter. Mais les États-Unis, eux, ont une idée aussi derrière la tête, comme l'indique TRT français, de mener une opération terrestre pour essayer de récupérer, comme l'indique le titre, les stocks d'uranium iranien. Alors, ce qu'indique l'article, c'est que cette intervention ne sera pas si simple que cela, parce qu'elle devra, nécessiter un déploiement important de troupes américaines sur le sol, et ce qui va évidemment créer une escalade très importante dans la région. Mais surtout, insiste l'article, transporter des éléments radioactifs, c'est tout simplement risqué et très complexe. L'Express, lui, clôture en considérant que le risque nucléaire n'est pas le risque le plus élevé dans cette guerre au Golfe, mais c'est plutôt la guerre de l'eau que l'Express craint. Pourquoi ? Parce qu'il indique que si les attaques touchent les stations de dessalement du pays du Golfe, comme l'indique le titre, c'est presque équivalent à sortir l'arme nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'on le connaît, cette région est très aride et elle dépend de ces stations de dessalement pour s'approvisionner en eau potable. Et donc les toucher, c'est surtout priver des millions de personnes d'un besoin essentiel, avoir accès à l'eau tout simplement. Une attaque qui peut donc provoquer une crise humanitaire et surtout plonger la région dans un chaos total. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 mars 2026. Quel autre 13 mars avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors rien de superstitieux aujourd'hui, Rachid, mais une histoire qui va plaire à nos imaginaires, parce que je vais vous raconter l'histoire d'un 13 mars où une planète découverte va plus ou moins nous ramener à l'étude des mythes les plus anciens de la création. Nous sommes en 1781. L'astronome britannique William Herschel découvre une planète au-delà de Saturne. D'abord, il veut la nommer Georgium Sidus, l'astre de George, en hommage au roi d'Angleterre, George III. Mais l'idée ne séduit pas. La planète sera finalement baptisée Uranus pour s'aligner sur la généalogie des dieux grecs que le système solaire semble déjà suivre. Uranus est le père de Saturne, qui est lui-même le père de Jupiter. Et dans la mythologie grecque, Uranus est la personnification du ciel, né du chaos. Il s'unit à Gaïa, la Terre, et de leur union naissent les titans, et donc les premières forces du monde. Une symbolique que l'on retrouve aussi dans d'autres civilisations. Dans la cosmogonie Dogon, au Mali, la création naît également de la rencontre entre le dieu du ciel, Amma, qui s'unit à la terre, et de cette tension naît l'ordre du monde. Le 13 mars 1781 ne marque donc pas seulement la découverte d'une planète, il rappelle que partout sur la Terre, les civilisations ont levé les yeux vers le ciel pour raconter la même histoire, celle d'un monde né du chaos, mais qui a trouvé son équilibre entre le ciel et la terre. Uranus, qui aurait donc pu s'appeler Georges. Oui. C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup, Mariam Kokaina.